Bonjour, je suis désolé du retard. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Un petit peu, pas très bien estimé le temps qu'il me fallait pour venir en vélo de chez moi jusqu'à la fac. Et puis après, le temps de monter jusqu'au quatrième étage de Descartes, c'est du sport. Alors, je vous propose d'attaquer direct le cours. Il y a un truc, une IRAL, je sais pas quoi. Et hop. Et voilà. Donc, je n'ai pas changé la date. Nous sommes évidemment le 11. Non, on est le combien? On est le 15 mars, c'est ça? Vous qui êtes là, je ne vous entends pas. J'avais fait. Voilà. On est le 15 mars. Et je vais... Alors, j'ai qu'un seul écran aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir trop suivre le chat en parallèle. Donc, ce que je ferai, c'est des petites pauses de temps en temps pour voir... Ils s'amusaient en m'attendant. Ben, ils ont bien fait. Il faut s'amuser dans la vie. Il faut profiter. Hop. Ok. Ok, génial. Alors, je fais un petit partage et je vous mets le diaporama. Hop. Je vais essayer de le mettre. De le lancer, si j'y arrive. On va faire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je le lance. Alors, je ne connais pas le raccourci par cœur, évidemment, sinon ça serait trop simple. On va faire affichage. Machin, d'habitude, j'utilise toujours ce qui est en dessous. Vous savez quoi, je vais faire comme ça, je vais y arriver un peu mieux, excusez-moi. Hein. Hop, et voilà, c'est nickel. Alors, donc aujourd'hui, on continue le cours qu'on avait commencé il y a une semaine. On avait vu donc des croisements de levures qui avaient des phénotypes mutants différents ou qui avaient une double mutante par une sauvage. Et on va continuer en s'intéressant à un mutant, en s'intéressant qu'à un seul phénotype, en l'occurrence le phénotype URA- ou URA+, enfin un seul caractère, on va dire. Et donc, on va croiser une levure qui est URA- par une levure qui est URA+. On va obtenir un diploïde qui va nous permettre de faire notre test de dominance-récessivité. Hein, si ce diploïde est URA+, ça voudra dire que URA+ est dominant par rapport au phénotype URA-. On va ensuite provoquer une méiose. Et avec les 1000 spores qu'on va récupérer, on va récupérer 1000 spores, et on va étudier leur phénotype en mettant sur du milieu avec ou sans URA+, donc du M0 ou du M0 URA+. En fait, on va faire d'abord M0 plus URA, et on va faire une réplique sur M0, et ça nous dira combien il y avait de levures qui étaient URA+, combien étaient URA-. Et on s'aperçoit qu'on a 400 URA+, et 600 de phénotype URA-. Donc, on n'a pas du tout 50-50. On peut faire le Ki2 facilement. OK. Attendez, parce que j'ai fait un truc. J'ai cru que j'étais malin, mais je ne suis pas bien sûr maintenant. Voilà. Comment je fais mon Ki2 ? Si j'ai un seul gène qui est impliqué, donc on va dire que c'est le gène A. Celle-là, elle est A-. Celle-là, elle est A+. Donc celle-ci, le diploïde, il va être A- sur A+. OK. Et donc, on s'attend normalement à avoir 50% de A- et 50% de A+. Donc, si je fais mon petit tableau, j'observe des URA+ et des URA-. J'en observe donc 400 et 600. Et en théorie, donc j'ai un seul degré de liberté, puisque j'ai deux cases,
dans mon tableau. Et en théorie, j'en attends la moitié de 1000 pour chaque. 50%, 50%. Donc 500 et 500. OK? Donc si je fais mon qui 2, il va être égal à 400 moins 500, donc ça fait 100 au carré sur 500, plus 600 moins 500, ça fait encore 100 au carré, toujours sur les 500 théoriques. Donc, 2 fois 100 au carré. 100 au carré, vous êtes très fort. On peut l'écrire facilement. Donc, c'est 100. Puis, je rajoute 2 zéros. OK, donc ça fait 10 000. Et j'ai 2 fois ça sur 500. Alors, je peux tout simplement barrer ces deux trucs-là. Hop, donc ça me laisse 200 sur 5 et 200 divisé par 5. Divisé par 5, c'est comme multiplié par 2 et divisé par 10. Donc ça va me donner 200 divisé par 5, 40. Et 40, c'est largement supérieur à mon qui 2 théorique, qui pour un seuil de 5% est égal, vous le savez par cœur, j'espère, peut-être pas, mais vous pourriez le savoir par cœur, égale 3,84. Donc, on a 40, et donc, on peut rejeter notre hypothèse de départ, et cette hypothèse, c'était un seul gène explique la différence phénotypique entre les deux souches. Explique la différence entre ces deux souches. C'est vraiment pénible, je ferais mieux de le faire comme ça. Vous savez quoi, je vais effacer ça. Hop. Et puis je vais le taper, ce sera plus propre. Mon hypothèse, c'est un seul gène explique la différence entre les deux souches pour le caractère croissance en absence d'uracile. Être capable ou incapable de croître en présence d'uracile. En absence d'uracile, excusez-moi. OK, donc là, je rejette A0. Il y a au moins 2 gènes qui expliquent cette différence. Donc, une fois que j'ai déduit ça, je vais me demander, est-ce que ces 2 gènes sont indépendants ou pas? Alors, je vais regarder le chat. OK. Ouais, 3,84, bravo Julien et Céliane. OK. Est-ce que vous avez des questions sur cette première slide, sur cette première diapo? Alors, Logan, je vous écoute. Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y a 2 gènes, deux gènes. Parce qu'on a pris l'hypothèse un gène, on attendait 500, et le qui 2 nous dit non, c'est très différent de 500. Donc on peut rejeter l'hypothèse, on a moins de 5% de risque de se tromper quand on rejette cette hypothèse, parce que c'est très peu probable, c'est moins de 5% des cas où on va avoir un tel écart. Donc je vais rejeter mon hypothèse qu'il y a un seul gène qui explique la différence entre les deux souches, et donc l'hypothèse la plus simple qui suit, c'est 2 gènes. OK? Moi, monsieur, je n'avais pas compris pourquoi dans le qui 2, vous avez utilisé 100 au carré plus 100 au carré. Enfin, parce que c'est observé moins théorique, donc c'est 400 moins 500. OK, donc ça fait 100 élevé au carré divisé par 500, plus 600 moins 500 élevé au carré divisé par 500. Merci, monsieur. Je vais simplifier. Okay. Alors, le risque quand on se trompe, Audrey, c'est 5%. OK. C'est moins de 5% même techniquement. On doit toujours commencer avec l'hypothèse un gène, effectivement, Léa Inès. On commence avec l'hypothèse un gène, et si on peut la rejeter, on prend l'hypothèse la plus simple qui suit. On prend toujours l'hypothèse la plus simple. La plus simple, c'est qu'il y a une seule différence. Si celle-là n'est pas valable, la plus simple, c'est 2 gènes différents.
Et si c'est deux gènes différents, ce qu'on peut tester, c'est s'ils sont liés ou pas. Okay, comment on le teste? On prend l'hypothèse qu'ils sont indépendants parce qu'on sait les résultats attendus s'ils sont indépendants. Ok, alors je continue. Ah, je vois qu'il y a encore quelque chose dans le chat. J'ai juste un doute par rapport à... Non, il s'est trompé l'enseignant, c'est 5% de réseau se tromper, si c'est inférieur à 3,84 et qu'on rejette l'hypothèse. Si vous conservez l'hypothèse, vous ne connaissez pas le réseau, vous trompez. Alors Kevin, excusez-moi monsieur, mais mon ordi a planté. Vous avez rejeté l'hypothèse, vous avez dit quoi après? J'ai dit tout simplement que comme on rejetait l'hypothèse parce qu'il y avait un trop grand écart entre 500-500 et 400-600, ça voulait dire qu'il n'y avait pas un seul gène, mais donc au moins deux. Et donc c'est la prochaine hypothèse. Ouais, le prof, il a dû se mélanger, ça arrive, sa langue a fourché. Le DDL est bien de 1 puisque vous avez un tableau avec 2 cases seulement d'observer. Donc, ok, alors, je continue. Je vais essayer d'effacer mes cochonneries. Voilà. Nickel. Ok, donc ça, je vous remets. Pas de relation de dominance après la méiose car les levures sont alors haploïdes. Hein. Le test de dominance, il est bien en haut. Première question, la souche mutante est-elle mutée dans un seul gène conférant URA-? Là, vous avez le texte. On rejette l'hypothèse de la ségrégation de 2. Par le principe de parcimonie, on prend donc l'hypothèse la plus simple qui suit, qui est celle de 2 gènes. Et quand je vais prendre cette hypothèse de 2 gènes, je ne sais pas si ces gènes ils sont liés ou pas, mais je vais prendre comme hypothèse qu'ils sont indépendants, génétiquement. Qu'ils soient indépendants physiquement ou pas, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'il soit le mutant URA-, il serait A-, B-, et puis le URA+, c'est ma souche sauvage, donc elle est A+, B+. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le phénotype des simples mutants, ceux qui seraient A- seulement, A-, B+, ou A+, B-. Eh bien, à partir du moment où ils sont mutés dans la voie de biosynthèse de l'uracile, l'hypothèse la plus simple, c'est que ces mutations à l'état individuel confèrent déjà le phénotype URA-. Et ce qui expliquerait pourquoi on a plus d'URA- que d'URA+. Okay. Donc, je vous l'ai mis là. Pour prendre cette hypothèse, on a 2 arguments. L'argument fonctionnel, il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans une voie de biosynthèse. Donc, on imagine, on transforme X en Y, puis en Z, pour arriver à fabriquer de l'uracile. Et on a des enzymes qui sont impliquées là-dedans. Donc, on va avoir l'enzyme URA1, par exemple. Je vous les mets dans l'ordre, mais dans la vraie vie, elles ne sont pas dans l'ordre. URA2 et URA3. Donc, 3 gènes impliqués dans la biosynthèse de 3 enzymes nécessaires à la synthèse de l'uracile. Imaginez que A-, ce soit une mutation dans le gène URA1. Donc, le gène A, ce soit le gène URA1, et que le gène B, ce soit le gène URA2. Eh bien, il suffit de muter un de ces gènes pour être incapable de fabriquer de l'uracile. Okay, c'est le concept. On va voir un peu plus tard que c'est vraiment comme ça que ça s'est construit, cette notion, d'un point de vue historique. Et puis, l'argument rationnel, c'est ce que je vous disais dans un deuxième temps. Il y a plus d'URA- que d'URA+. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme génotype possible? On peut avoir des A-, B-. On peut avoir des A+, B+. Donc ça, ce sont mes parentaux, je connais leur phénotype. URA-, URA+. Mais visiblement, je n'ai pas 50-50, donc je dois avoir des recombinants. Et mes recombinants, ils peuvent être A+, B- et A-, B+. Et c'est cela qui nous explique la différence entre les deux catégories phénotypiques. Donc ça veut dire que les premières, elles sont URA-, pardon, tout comme les recombinants, et les seuls qui sont URA+, ce sont les A+, B+.
Donc, on va pouvoir calculer comme ça la distance génétique entre mes deux gènes. Je n'ai pas soit 3 quarts, 1 quart. Si j'avais 3 quarts, 1 quart, ben, ça voudrait dire que j'ai autant de chacune des catégories qui peuvent donner URA- que de la catégorie qui donne URA+. 3 quarts d'URA-, 1 quart d'URA+. Ce n'est pas du tout ce que j'observe. Donc, ça veut dire que mes deux gènes ils sont très probablement liés. On peut le tester, on peut tester 1 qui 2 en regardant si là on a une différence entre 250 et 750 qui était attendue si mes deux gènes étaient indépendants. Donc, c'est ce que je vous remets ici. On observe 600 URA-, 400 qui sont A-B-, parce que les A plus B+, et les A-B-, ils ont la même fréquence, ce sont les parentaux. Et 200 gamètes recombinants, qui doivent être A plus B- et A-B+. Okay. Donc, ma distance génétique entre mes deux gènes A et B, elle est de 200 divisé par 1000 spores, donc la fréquence des spores recombinés, que multiplie 100, soit 20 unités de recombinaison. Mes deux gènes sont donc génétiquement liés, et s'ils sont génétiquement liés, ils sont forcément sur le même chromosome, okay, puisqu'ils sont séparés que par des crossing over. Et donc, ils sont physiquement liés. Est-ce que vous avez des questions sur cette diapo? Alors, ce qui est en bleu, là, ce sont les différents génotypes possibles. Audrey, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors, Monsieur? ouais, je peux réexpliquer les 200. Alors, c'est physiquement lié parce que c'est génétiquement lié. Okay. Dès que les deux gènes sont génétiquement liés, ils sont forcément physiquement liés. Okay. La réciproque n'est pas vraie. Pourquoi 200? Parce que vous avez les gamètes parentaux, les URA+, là, qui ont la même fréquence que les URA-, A-B-. En fait, les parentaux, ils ont la même fréquence, puisque pour générer des parentaux, c'est qu'il n'y a pas eu de crossing over. En tout cas, s'il n'y a que des parentaux. Et pour générer des recombinants, bah, les deux recombinants, ils vont être générés en même temps. Je vais faire autant de A plus B- que de A-B+. Alors, je peux ne pas avoir exactement le même compte pour des questions techniques, mais ça doit être très, très proche. Donc, ça veut dire que la différence entre le nombre d'URA+ et le nombre d'URA- sont forcément les recombinants. Et donc, il y en a 200. Oui, je vous écoute. C'était Logan, je crois? Non? Ok, bon, alors je continue. Donc, je vous remets Monsieur, ici. Oui. excusez-moi, j'ai une question. Mais du coup, en fait, ça veut dire que, enfin, on pourra jamais être vraiment précis pour le 50-50, juste A plus B plus et A moins B moins. Dans un cas comme ça, on peut pas vraiment être précis, puisque comme vous avez dit, ça peut être 399 et 401. Donc pour la distance Oui. génétique, ça change un petit peu. Oui, votre distance, c'est une approximation, effectivement. D'accord, ok. Mais Merci. qui est dépendante donc, du nombre de spores qui survivent et qui est dépendante aussi de la fréquence de recombinaison, qui est proportionnelle à la distance physique entre les gènes. Mais c'est là aussi, l'événement, le crossing over, il intervient ou il n'intervient pas. Donc sur un grand nombre, vous avez une moyenne de fréquence de crossing over qui est bien estimée. Sur un petit nombre, vous avez une moins bonne estimation. Donc on reste toujours dans une estimation. D'accord, ok, merci. Okay, je vous en prie. Alizé, quand la fréquence des gamètes parentaux est différente de la fréquence des gamètes recombinés, ça veut toujours dire que les gènes sont génétiquement liés. Oui, c'est exactement la définition. Ok, je reviens sur les 200, parce qu'Audrey n'a pas saisi. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Au cours de la méiose 2, vous avez hop, imaginons, on a eu un crossing over. Ok, vos deux gènes, ils sont liés. Mais vous pouvez les séparer. Il y en a un qui est ici.
le gène B, et puis il y a l'autre, le A, qui est là. Ok, la même chose sur l'autre chromosome, évidemment. Hein, le A, hop, et le B. Donc, quand vous faites votre crossing over, la façon de générer des A-, B-, c'est uniquement par le crossing over, sinon vous n'allez avoir que des parentaux, c'est-à-dire vous allez avoir ça, avec A-, B-, et pour recombiner, vous avez un événement de recombinaison ici, qui va générer, en faisant le crossing over ici, un assemblage de A- avec B+. Et de la même manière, un assemblage, donc ça c'est mon trou, hop, de A+, avec B-. OK? Donc quand vous avez... Donc ça c'est B+, paf, B+. Vous êtes d'accord que quand je génère des recombinants, j'ai autant de A- B+, que de A+, B-. C'est bon pour vous, Audrey? Je veux bien que vous preniez la parole, comme ça ce sera plus simple. Ouais, ok. Donc autant les gamètes recombinés sont aussi fréquents. Et les parentaux, ils sont aussi fréquents. Et que si je n'ai pas eu de crossing over, j'en générerais deux comme ci et deux comme ça. Et je ne générerai pas les recombinants. Donc les parentaux, ils ont toujours la même fréquence. À l'erreur expérimentale près, à la mort de quelques spores par accident, enfin voilà, à la marche, quoi, il peut y avoir des modifications. Et les recombinants, ils ont toujours la même fréquence. Donc à partir du moment où je sais que les seuls qui peuvent être URA+, c'est les A+, B+, et ils sont 400, je sais que j'en ai 400 également, qui sont A-, B-. Et ils sont URA-. Et les autres qui sont URA-, les 200 qui restent, eh ben, ils sont ici. Okay. Donc ça veut dire que j'ai 100 A+, B-, et 100 A-, B+. Okay. Plus ou moins, ça peut être 98 de chaque, et puis j'ai eu 404 de sport parental, et puis voilà, c'est à la marge, mais c'est à peu près ça. Donc votre fréquence, la fréquence de A+, B+, est égale à la fréquence de A-, B-, ce que vous voyez ici. On appelle ça 1 moins R sur 2. R étant la fréquence de recombinaison. Vous l'avez ici. R égale fréquence des spores recombinés ou des gamètes recombinés. Donc la fréquence des parentaux, c'est 100% moins R, 1 moins R. Et donc la fréquence des A+, B+, et des A-, B-, c'est 1 moins R, et ils se partagent en deux, donc divisé par 2. Donc autrement dit, je peux poser la formule 1 moins R sur 2 égale 400 sur 1000. Ça, c'est la fréquence des gamètes recombinés, des gamètes parentaux, pardon. Et donc R, il est égal à 0,2. Ou alors, on le fait autrement, comme je viens de vous l'expliquer avant. La fréquence des A-, B+, est égale à la fréquence des A+, B-, c'est donc la fréquence des recombinants moins 2, divisé par 2. Quand je vais faire R sur 2, je vais dire c'est égal aux 200 sur 1000, et donc ça me fait un R qui est égal toujours à, je ne dise pas de bêtises, je suis en train de me mettre le doute, non c'était 100 pardon, 100 sur 1000 parce que là c'est pas les deux, c'est R qui est égal à 200 sur 1000. Voilà, ça me donne bien R égale 0,2. Donc vous avez plusieurs manières de le calculer. Vous pouvez passer par la fréquence des gamètes parentaux, par la fréquence des gamètes recombinés en total, par la fréquence d'un type de gamète, peu importe, du moment que vous trouvez le bon résultat, c'est bon. Ok, est-ce que c'est plus clair pour vous, Audrey? Ok, alors on continue. Donc je vais passer aujourd'hui l'application en génétique de la drosophile parce que j'aimerais bien qu'on attaque le test de complémentation fonctionnelle et qu'on a pris un petit peu de retard, de manière à ce que vous soyez à l'aise pour les prochains TD.
Donc cette semaine, vous n'allez pas faire le test de complémentation fonctionnelle, mais vous le ferez la semaine prochaine et j'aimerais bien vraiment que ce soit très clair. Donc, vous n'aurez pas fait beaucoup de eucaryotes, donc dans le TD, là, vous allez en avoir, de l'eucaryote, mais c'est peut-être un peu moins grave, je pense. Je voulais juste vous resituer donc, un petit point historique avant d'attaquer le TCF. Donc, on s'intéresse cette fois-ci à 3 mutants indépendants, ABC, qui sont de phénotype galactose-. Alors, c'est peut-être pas le même gène touché, et probablement, ils ne sont pas touchés au même endroit, parce que ce sont des gènes, des mutants indépendants. Donc, ils peuvent être mutés dans le même gène, mais pas au même site. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les croiser ensemble, nos mutants. Alors, je ne peux pas, si mes mutants, ils sont mat A tous, il faut que j'ai une souche mat alpha. On peut créer des souches mat alpha. Vous l'avez peut-être vu en TD, avec, je crois que Madame Pré en a parlé. Moi, je ne vous en parle pas, mais bon, peu importe. Sachez qu'on peut, à partir d'une souche mat A, générer une souche mat alpha. Ce n'est pas très compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je croise ma souche grand A, qui est mutée dans un gène qu'on va appeler petit a, par ma souche grand B, qui est mutée dans un gène qu'on va appeler petit b. Et je vais obtenir comme ça un diploïde. Et je vais étudier ensuite mes spores. Alors, évidemment, mes deux souches, elles sont de phénotype gal-. Donc, je vais obtenir des spores qui vont être gal-, a priori. Je peux aussi croiser mes souches A, B et C par la souche sauvage de référence, donc SSR en abrégé. En anglais, c'est wild type. Je vais vous l'écrire quand même parce que vous le trouverez dans la littérature. Donc, SSR c'est souche sauvage de référence. Et en anglais, c'est WT pour wild type, type sauvage. Donc, je croise ma souche mutante par ma souche sauvage, j'obtiens un diploïde et je provoque une, donc là où je peux faire mon test de dominance-récessivité, je provoque une méiose en mettant sur un milieu pauvre en sucre et j'observe 490 spores gal-, 510 gal+. Là, je peux faire mon Ki2, vous avez l'habitude du Ki2. Donc, mon Ki2, il va être égal à quoi? À 490 moins 500 au carré divisé par 500 plus 510 moins 500 au carré divisé par 500. Et ça me donne quoi? Ça me donne 10 au carré, ça fait 100 plus 100 et le tout divisé par 500, ce qui est inférieur à 3,84 puisque j'avais 1 degré de liberté. OK. Et mon hypothèse était toujours la même. C'était H0, un seul gène. Explique, voilà. Un seul gène explique la différence de phénotype entre les deux souches pour le caractère étudié. Et ici, on ne rejette pas H0, puisque on a un écart, je ne sais pas ce que j'ai fait, ça, si j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi je vois plus mon truc là. Je ne sais pas pourquoi il me masque un bout de mon calcul, mais bon. Je vous rappelle, ça faisait 100 plus 100 sur 500, donc ça faisait 2/5. 2/5, c'est inférieur à 1, donc c'est forcément inférieur à 3,84. Ça fait 0,2, a priori. 2/5, ça fait 0,4, pardon. OK. Donc, ce que vous voyez là, c'est que la souche A, elle est affectée que dans un seul gène. Donc, quand je marque A-, c'est correct.
Et on fait ça pour toutes nos souches, pour la souche A, la B, la C. Effectivement, les 3 souches sont mutées dans un seul gène. Je vais effacer tout ça. Hop. Donc le mutant A ne diffère du sauvage que pour un seul gène. On a le même résultat pour les 2 autres mutants. Ça ne veut pas dire que la métabolisation du galactose ne dépend que d'un gène. Attention, hein. Ça, c'est une question piège qu'on va vous poser en TD. Je vous mettrai peut-être d'ailleurs dans un QCM dans le futur. Mais pas jeudi, parce que jeudi, je vais rester sur les questions que vous avez déjà eues auparavant. Mais là, vraiment, la question, c'est est-ce que cette souche-là, elle est mutée dans le même gène que B et C? Et en fait, quand on fait des mutagénèses, souvent, on essaye d'avoir une mutagénèse qui est exhaustive, c'est-à-dire on essaye d'avoir plusieurs mutants dans chaque gène en ayant des mutants indépendants pour espérer avoir touché tous les gènes qui sont responsables d'une fonction chez l'organisme. Oui, il y a un contrôle jeudi, normalement. Donc, qui reprend les questions sur lesquelles vous avez pu vous entraîner depuis la semaine dernière, depuis la fin de la semaine dernière. Mais pas avec les mêmes questions. Elles seront légèrement modifiées. Je vais en créer des nouvelles qui ressembleront beaucoup. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai des A-B+, A plus B- possibles comme gamètes parentaux, puisque ma souche ici qui est marquée A-, elle est en fait A-B+, et celle qui est marquée B-, elle est A plus B-. Sauf si A et B ne sont qu'un seul et même gène. Ok? Ça va jusqu'ici? Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai des gamètes recombinés? Et en fait, si j'avais des gamètes recombinés, je devrais avoir des A plus B+. C'est-à-dire, je devrais avoir des spores qui seraient de phénotype Gal+. Et je n'en ai pas. Donc, l'hypothèse qu'on va faire quand on va observer ce type de résultat, c'est qu'en fait, les gènes A et B sont les mêmes gènes. En fait. Et ça, c'est la base du test de complémentation fonctionnelle. C'est-à-dire que la mutation de l'un, quand c'est dans le même gène, elle ne peut pas être compensée par la mutation, par l'allèle sauvage apporté par l'autre mutant. En gros, chacun apporte une copie et les 2 copies sont mutantes, donc le phénotype du diploïde est mutant. Alors ici, ce n'est pas forcément vrai, puisque si j'augmente la taille de mon effectif et que je passe non plus à 1000 spores, mais à 200 000 spores, je vais trouver 12 spores qui seront de phénotype Gal+. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes 2 gènes A et B sont extrêmement proches l'un de l'autre. Et éventuellement, ça peut être le même gène, mais bon, dans ce cas-là, c'est vraiment un coup de bol d'avoir eu quand même une recombinaison entre les deux. Ça s'appelle dans ce cas-là une recombinaison intragénique. C'est très rare. Bon, là, on est quand même sur un événement rare, donc ce serait possible. Okay. Si je cherche à calculer la distance, alors là, j'ai laissé 3 petits points, mais effectivement, à partir du moment où on voit que c'est génétiquement lié, il faudrait que je mette une virgule. Donc là, c'est incorrect. Ici, c'était bon. On pouvait avoir même le doute que A et B soient différents. Et là, en fait, on se dit, on a une distance qui est de 24 spores recombinantes, 12 qui sont Gal+ et 12 qui sont Gal-, puisqu'il y a autant de A plus B+ que de A-B- si j'ai eu de la recombinaison. Donc ça fait 24 sur 200 000, soit une fréquence de 0,012 unités de recombinaison. Vous voyez, c'est extrêmement proche. Et puis pour A et C, on va trouver une distance de 0,02 unités de recombinaison, et pour B et C, 0,005 unités de recombinaison. Alors, je ne sais pas ce que vous... Voilà, effectivement, il n'y a pas de CC le 27 mars, je l'ai dit la dernière fois, il sera le 17 avril. On n'a pas eu d'amphi pour le 27 mars. Donc, vous aurez un mini CC jeudi prochain, jeudi cette semaine, et vous aurez un vrai CC en amphi tous ensemble. Voilà, exactement, Logan, lui, il a tout suivi. La somme des petits CC, ça sera la note de CC1. Le CC2, ce sera le 17 avril, et probablement la semaine du 17 au 24 mai, vous aurez le 3e CC. Donc, on voit les 24 combinés, demande Audrey. Vous en avez 12 ici, 12 qui sont
A plus B+, et il y en a 12 A moins B moins qui sont compris dans les 199 988 gal moins, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on devine. Okay. Alors, je reviens en arrière par rapport à ce que demande Zoé. Okay. Si j'étais dans ce résultat-là, j'avais que des gal moins, eh ben, j'en déduirais. Je vais vous l'écrire. Il semble que A et B soient le même gène. Pourquoi? Parce que si j'écris mes génotypes ici, je m'attendrais à être A-, du coup. Ici aussi A-, même si ce n'est pas la même mutation. Et pour le diploïde, ben, il serait A- sur A-. Okay. Donc si on est comme ça, vous êtes d'accord, mon diploïde il est A- sur A-, ben, forcément, qu'est-ce qu'il va transmettre à tous les spores? Ben, un allèle A-, donc tous les spores seront gal-. Okay. Sauf que ce qu'on voit par la suite, je vais effacer ça, ça vous va? Hop. Ce qu'on voit par la suite, pardon, c'est que si j'augmente la taille de mon effectif, je vois apparaître des gal+, ce qui montre qu'en testant un grand nombre de méioses, j'arrive à avoir quand même des recombinaisons entre A et B. Donc, c'est possible que ce soit deux gènes différents. Et mes gal+, ici, ce sont les A+, B+. Ce sont les seuls qui peuvent être détectés. Donc, si vous voulez, on a R sur 2. Je peux l'écrire aussi là, pour calculer la distance. Ma fréquence de recombinaison, c'est R. R sur 2, c'est ma fréquence de A+, B+. C'est égal donc à 12 sur 200 000. OK. OK. Donc, ma distance de recombinaison, ma distance, c'est bien 12 fois 200 000 fois 2 pour trouver R, fréquence de recombinaison, fois 100, et ça me donne mon 0,12, mon 0,012. C'est bon, Zoé? Ouais, ok, super. Oups, excusez-moi, je suis sorti. Voilà. Ok, donc je peux faire une cartographie à partir de ces distances que j'ai calculées. Hein. Donc, A et B ils sont à 0,012 l'un de l'autre. A et C à 0,02 et puis B et C à 0,005. Donc 0,012 plus 0,005, c'est presque 0,02. Donc on peut en déduire qu'on est à ces distances-là. Encore une fois, les distances ne sont pas additives car les crossing overs sont très rares, donc ça va induire un biais. Quand les sites sont très proches les uns des autres, la distance ne permet pas de déterminer si ce sont les mêmes gènes qui sont mutés. C'est ce que je vous disais. Il faudra un autre argument pour déterminer si les deux mutations touchent le même gène. Et c'est ce qu'on va voir avec le test de complémentation fonctionnelle. Pour introduire ce test de complémentation fonctionnelle, je vais me baser sur les mutants du métabolisme qui ont été un travail important qui a permis de jeter des bases importantes de la génétique à une époque où on ne savait pas ce que c'était le support des gènes, le support moléculaire. Donc en fait, on a déjà des études biochimiques qui débutent dès le 19e siècle avec essayer de comprendre la synthèse de molécules biologiques et en faisant de la synthèse chimique. Et les chimistes vont découvrir qu'il y a une notion de précurseur, qu'en différentes étapes, on peut construire une molécule pour aboutir à un produit final. Okay. Donc ce que vous avez vu quand vous étiez petit en licence 1. Donc par exemple, on peut synthétiser in vitro l'histidine à partir d'histidinol. Okay. On a ici les différentes étapes qui vont donner l'histidine. Ici, vous avez l'histidinol avec une réaction assez simple. On peut provoquer la synthèse de l'histidine. Et vous voyez, on a un précurseur de l'histidinol
qui est ici, etc., etc. Donc on peut avoir une chaîne comme ça de biosynthèse. Je vais utiliser ces acronymes ici pour simplifier la discussion par la suite. Donc histidinol, je vais mettre H et ol pour la fonction alcool, l'histidinol phosphate HP, l'imidazole acétol phosphate IAP et l'imidazole glycérinophosphate, IGP. Donc l'IGP est transformé en IAP, qui est transformé en HP, qui est transformé en histidinol, qui est transformé en histidine. Et le dialogue entre des biochimistes et des généticiens va permettre de faire avancer un peu la notion génétique de la voie de biosynthèse naturelle. Et en fait, on va se baser sur les études des biochimistes qui permettent de faire le dosage de certaines molécules, même à faible concentration. Et on va regarder les précurseurs, les molécules qui vont s'accumuler, parce qu'on a déjà cette notion d'équilibre thermodynamique. Okay, donc A plus B donne C. Si je bloque la réaction qui donne C, ben je vais avoir accumulation de A et B, tout simplement. Donc on accumule les précurseurs si on bloque une partie de la voie. Et donc on va chercher des mutations en amont de la synthèse de l'histidinol et on va voir s'il y a accumulation de précurseurs. Donc le protocole est relativement simple. On lise des cellules, on les fait éclater, on purifie les molécules qui s'accumulent chez les mutants, on identifie ces molécules en faisant proliférer ces mutants sur un milieu M0 plus histidine de manière à ce qu'ils puissent vivre. Donc on leur donne de l'histidine et leur voie de biosynthèse de l'histidine, comme elle est mutée, elle va permettre l'accumulation d'IGP, d'IAP et d'histidinol phosphate. Donc c'est cette notion de chaîne de biosynthèse et on va comme ça chercher l'implication de gènes dans des étapes de cette chaîne. En fait, les chimistes, ils auront déjà identifié des catalyseurs biologiques. Hein, ça date de 1830, l'identification de ces enzymes. La fermentation alcoolique, par exemple, elle est réalisée in vitro en mettant des extraits de levure. On a tué les levures en présence de sucre, et ça sera déjà dès 1845. Puis là, vous retrouvez Büchner, dont vous connaissez le nom. La nature protéique des enzymes, elle sera identifiée que presque un siècle plus tard, après l'identification des catalyseurs biologiques, par Summer en 1926. Vous voyez qu'on est quand même il y a relativement longtemps, il y a un siècle. Et il aura fallu 100 ans pour identifier cette nature protéique des enzymes. On ne sait pas encore à l'époque que c'est l'ADN qui porte le code génétique. Hein, il faut attendre les années 50 pour le découvrir. La mutation d'un gène associé à la défaillance ou à l'absence d'une enzyme, c'est le concept qui va émerger à partir de ce travail, qui est le concept un gène, une enzyme, qui va se développer grâce au développement de la biologie moléculaire à la fin du XXe siècle. L'époque où j'ai fait moi mes études, où j'apprenais un gène égale une enzyme égale une fonction. Depuis, on sait que c'est faux. On sait qu'un gène peut coder plusieurs enzymes et qu'une enzyme, enfin une protéine, peut avoir plusieurs fonctions. Donc le monde s'est complexifié. Et voilà ce qu'on va faire. Regardez ici, j'ai un tas de mutants. Alors je regarde juste le chat parce que je vois qu'il y a... Alors je ne vois pas le chat, je ne sais pas pourquoi. Un coup je le vois, un coup je ne le vois pas. Annuler. Bon, je regarderai le chat après. Ah si, il était là. Ou pas. Hop, voilà. Je suis sorti. Ok. Depuis combien de temps? Alors, j'ai pas compris votre question, Massina. Depuis combien de temps quoi? Est-ce qu'on sait que... Ah, un gène, une protéine, c'est le concept qui est apparu dans les années 60, 60, 70, 80, 60, 70, ouais, on va dire. C'était un dogme, vraiment. C'était voilà, une vision moderne qui a évolué depuis, quoi. Comment on a fait changer ça? En travaillant et en s'apercevant que c'était pas si simple. Mais encore une fois, on prend toujours l'hypothèse la plus simple et on la conserve tant qu'on peut la conserver. Puis quand on doit la rejeter, on prend l'hypothèse la plus simple qui suit. Donc je repartage mon petit diaporama.
Donc, ce que vous voyez, je vais remonter en arrière. Voilà. J'ai différents mutants, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ma souche sauvage. Si je les mets sur milieu M0, il n'y a que la souche sauvage qui est capable de croître. Donc, mes mutants sont bien incapables de croître sur un milieu M0. Et si je rajoute de l'histidine, ils sont tous capables de croître. Donc, ces mutants, ils sont tous histidine moins. Ils sont tous de phénotype histidine moins. Et si je les mets en présence d'histidinol au lieu de les mettre en présence d'histidine, vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux sont capables de former des colonies, mais 2 en sont incapables. Les mutants 5 et 8. Ça veut dire que ces 2 mutants, ils sont mutés dans quoi? Ils sont mutés dans la transformation d'histidinol en histidine. Et qu'est-ce qu'ils accumulent? Ils accumulent de l'IGP, de l'IAP, de l'histidinol phosphate et de l'histidinol, tous les deux. Et en regardant ce qu'accumulent les autres mutants, par exemple le mutant 7 et le mutant 4, qui accumulent IGP, IAP, on peut en déduire que ces 2 mutants ils sont mutés dans l'étape qui est ici. Cette étape. Puisqu'ils accumulent IAP, IGP, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de fabriquer de l'histidinol phosphate. Donc ils sont probablement mutés dans cette étape, ou peut-être dans la suivante. Ils pourraient être mutés ici aussi, éventuellement. Et ils pourraient ne pas accumuler l'histidinol phosphate, parce que c'est peut-être pas l'étape... si c'est... Non, je vous dis une bêtise. Hop, on va effacer ce que j'ai écrit là. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Est-ce que c'était inconcevable 2 gènes pour un caractère? Non, c'était pas inconcevable. On savait déjà... grâce à ce que je vais vous montrer là, on va s'en rendre compte. Voilà. C'est les expériences, effectivement, qui nous permettent de faire évoluer, les notions, hein, tout simplement. Alors après, on a le mutant 3 qui accumule de l'IGP, ça veut dire que ce mutant, il est muté sur l'étape qui permet de transformer l'IGP en IAP. Et puis les autres mutants, ils accumulent aucun de ces précurseurs, ça veut dire qu'ils sont mutés dans des étapes plus précoces, très probablement. Ok? Donc si j'avance, ah oui, mais je ne suis pas en mode diaporama, excusez-moi. Si j'avance, j'en déduis quoi? Le mutant 3 est limité dans cette étape, les 4 et 7 dans cette étape, et le 5 et 8 dans cette étape. Ok? Donc ça, c'est ça qui me permet de faire avancer un peu, d'avoir cette notion de chaîne de biosynthèse et de mieux comprendre ce que les biochimistes ont découvert d'un point de vue génétique. Pour 5 et 8, pourquoi est-ce que c'est pas ici? Parce que j'accumule de l'histidinol phosphate. Ok, regardez, vous avez de l'histidinol phosphate, Audrey. Donc ça veut dire que ça s'est accumulé. Donc c'est vraiment... vous avez de l'histidinol, pardon, qui s'accumule. Excusez-moi, je vous dis une bêtise. Okay. Et puis ce 5 et 8, si on leur donne le histidinol, ils sont toujours histidine moins. Okay. Il leur faut de l'histidine. L'histidinol n'est pas suffisant. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de transformer l'histidinol en histidine. Une meilleure réponse, Audrey. Alors, Romain, s'ils accumulent IGP, IAP, histidinol phosphate, histidinol, comment c'est possible? HP donne histidinol, donc il n'y en aura plus. Non, en fait, parce que ça s'accumule à force. En fait, c'est des équilibres. Ok, en fait, là, je vous mets des flèches comme si c'était irréversible, mais c'est pas irréversible. Comment on sait qu'il s'accumule? On le voit expérimentalement, en fait. En bloquant une étape, on voit que les précurseurs s'accumulent. Okay, c'est ce qu'on observe. Tout simplement, comme je vous le disais, parce que c'est des étapes qui sont des équilibres. Donc, si j'accumule de l'histidinol, il va y avoir une partie de l'histidinol qui va être transformée en histidinol phosphate. Et puis, si j'accumule de l'histidinol phosphate, il y a une partie qui va être transformée en IAP. Et il va y avoir de la compétition au niveau des sites des enzymes aussi pour qu'elles soient actives ou non. Ok. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les 10 milieux qui sont écrits, à quoi ils correspondent? Ok. Alors, le milieu M0, c'est le milieu classique. Il n'y a pas d'acide aminé. Le milieu M0 plus histidine, il y a de l'histidine en plus. Et puis le milieu M0 plus histidinol. Voilà, on a rajouté de l'histidinol dans le milieu. Pardon, je me suis mal exprimée. Ouais. Okay. Je voulais parler de la
colonne où il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5 Accumulation? jusqu'à 10. Non, Ah non, non, ça, c'est la toute ah non, première. excusez-moi. Dans le milieu, c'est pour ce qui est en haut. En dessous, c'est les noms des mutants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est les noms des mutants. C'est 10 mutants indépendants. D'accord, ok, merci. Excusez-moi, c'était confus. Hop. Alors, donc, on ne sait toujours pas que l'ADN est porteur de l'information jusqu'en 54. Mais bon, on va se débrouiller avec ça. Oui, c'est ça, les réactions elles peuvent se faire dans l'autre sens, c'est des équilibres biochimiques, Audrey. Hein, c'est-à-dire que normalement, j'aurais pas dû dessiner des flèches simples, j'aurais dû faire des flèches comme ça. Okay, même si l'enzyme, elle favorise un sens par rapport à l'autre. Ok. Alors, donc, la mise au point des techniques de purification de protéines va permettre le séquençage de peptides. On va fractionner, on va identifier la séquence de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine va permettre de bien avancer aussi parce qu'on a des patients qui sont atteints d'hémoglobinopathie, donc de maladies qui affectent l'hémoglobine. Et notamment, on a de l'hémoglobine S, pour sickle, parce que l'hémoglobine prend une forme de faucille, sickle en anglais. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a une mutation du 6e acide aminé, un changement du 6e acide aminé, de la chaîne bêta de l'hémoglobine chez ces patients, où le glutamate est transformé en valine. Et les parents auront aussi cette hémoglobine mutante, plus de l'hémoglobine sauvage. Donc, on va appuyer comme ça, grâce à ces travaux, les résultats qui avaient été observés avant en génétique, notamment grâce à Mendel. OK. Et on va pouvoir associer comme ça des allèles en disant, bah voilà, les parents, ils sont normaux sur mutants, ils sont hétérozygotes, et par contre, les enfants qui sont malades, ils sont mutants sur mutants, ils sont homozygotes. Donc, eux, ils vont fabriquer que de l'hémoglobine S, mutante, et les parents, ils vont fabriquer de l'hémoglobine S à cause de leur allèle mutant, et de l'hémoglobine sauvage grâce à leur allèle sauvage. Donc là, on réconcilie le côté génétique mendélienne et le côté moléculaire. Alors, on est toujours au niveau protéique, okay, mais avec le séquençage peptidique. Mais très bientôt, une dizaine d'années plus tard, en 1954, donc, on va comprendre que l'information génétique n'est pas portée par les protéines, mais par l'ADN. Et on va être capable de réconcilier, d'avoir la vision qu'on a actuellement, l'ADN qui code la protéine qui est porteuse de l'activité, et cette notion d'hétérozygotie ou d'homozygotie. Donc on arrive à la science telle que vous la connaissez il y a 65 ans. Ok. Alors, en médecine, ça va avoir une implication. Vous avez ici, par exemple, une voie de biosynthèse qui est très importante, qui va permettre la fabrication de phénylalanine, de tyrosine, qu'on va récupérer dans l'alimentation, qui vont être réutilisées pour fabriquer de l'acide phénylpyruvique, de la mélanine, vous connaissez, hein, pour bronzer, de l'acide homogentésique qui est utilisé pour fabriquer de l'énergie par la cellule. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire la première relation entre un gène et une enzyme en 1902, grâce à Archibald Edward Garreau, qui va identifier une mutation qui est associée à la coloration foncée des urines, à une pigmentation gris-brun à noir voilà, à de l'arthrite, à de la calcification de la valve mitrale au niveau cardiaque, à des calculs rénaux et à des calculs prostatiques. Et ça, c'est dû à une mutation qui provoque la maladie qu'on appelle l'alcaptonurie, ça c'est le nom de la maladie, et qui se traduit par l'accumulation d'acide homogentésique. Et c'est grâce à donc Archibald Edward Garreau qu'on identifiera la cause de cette pathologie. Et qu'on pourra identifier qu'en modulant l'alimentation, on va pouvoir diminuer l'accumulation de cet acide homogentésique et diminuer les symptômes dus à l'alcaptonurie. Il ne s'arrête pas là, puisqu'il va découvrir aussi des mutations liées à l'albinisme, mutations qui sont impliquées donc qui touchent des gènes
impliqués dans la synthèse de mélanine. Donc, si vous vous rappelez bien, quand j'avais fait la petite partie de cours sur les maladies génétiques, je vous avais parlé d'albinisme et de mode de transmission. Je vous avais dit, mais il y a plusieurs types de mutations qui peuvent conduire à l'albinisme. Il y a même plusieurs gènes, vous le voyez ici, qui peuvent être mutés et provoquer de l'albinisme. Okay. Mais on est toujours dans cette voie de biosynthèse entre la tyrosine et la mélanine. Alors, on a aussi un Norvégien, Asbjørn Folling, qui va permettre la découverte d'un traitement très important pour la phénylcétonurie, que vous connaissez peut-être, qui est une maladie qui se traduit par l'accumulation. Alors, on va avoir une augmentation de la phénylalanine qui va s'accumuler, et par cette accumulation, on va avoir augmentation de la synthèse d'acide phénylpyruvique, qui est toxique pour les neurones dopaminergiques, ce qui va provoquer une arriération mentale. Et en 1934, donc, Asbjørn Folling découvre cette liaison, enfin cette mutation et le lien avec le métabolisme de la phénylalanine, et il va pouvoir comme ça proposer de faire une mise en place d'un régime pauvre en phénylalanine de manière à diminuer l'accumulation d'acide phénylpyruvique. Et effectivement, quand on suit ce type de régime et qu'on a la mutation, eh bien, on n'a plus de symptômes. D'ailleurs, vous repérerez sur vos aliments, quand vous achetez des aliments, souvent, on vous met si un aliment est riche ou pauvre en phénylalanine, c'est pour les gens qui sont atteints par cette pathologie. Et ce que vous pouvez donc retenir, qui est hyper important, c'est qu'une maladie génétique n'est pas forcément une fatalité. Il y a un lien entre génétique et environnement. Si vous changez votre alimentation, dans cette pathologie-là, vous n'avez plus de pathologie. Si vous faites une alimentation riche en phénylalanine, eh bien là, vous allez avoir une arriération mentale. Vous voyez, c'est un lien environnement génétique qui est très important et qu'il faut garder en tête parce qu'il est clé. Okay. Quand on va s'intéresser à la drosophile, on va s'intéresser à des mutants de couleur de l'œil. Et donc ça, vous le verrez en TD de manière bien plus développée que ce qu'on va voir ensemble. Vous allez voir qu'il y a deux pigments qu'on retrouve dans l'œil de la drosophile, la xanthomatine, qui est un pigment brun, et la drosoptéricine, qui est un pigment rouge. Okay. Qui sont fabriqués à partir de tryptophane et de GTP. Okay. Conosine triphosphate. Donc ça, ce sont les deux précurseurs. Et vous avez cette jolie voie qu'il ne faut absolument pas prendre par cœur, mais vous pouvez voir ici. Est-ce que je peux vous le reprojeter en grand? Je vais essayer de vous le reprojeter en grand, ce sera quand même plus pratique. Voilà. Avec les différentes couleurs. Donc le GTP, il va être importé dans la cellule grâce à deux protéines qui sont codées par les gènes brown et white. Le tryptophane, il va être importé aussi dans la cellule grâce à white et à scarlet. Et dans la cellule pigmentaire de l'œil, de la drosophile, il va y avoir différentes modifications qui vont dépendre de différents gènes, vermillon, cinnabar, notamment, brun, et qui vont donner, comme ça, les différents pigments dont je vous parlais. Et on voit la même chose ici avec le GTP, punch, sépia, rosy, qui vont nous donner comme ça différents... là, ce brun, ce n'est pas un gène, je vous ai dit une bêtise, c'est la couleur du pigment, c'est la xanthomatine, elle est brune. Ici, vous avez la couleur des différents pigments. Donc, vous voyez que ça peut changer la couleur du coup de l'œil de la mouche en fonction des mutants qu'on va avoir. Et donc, c'est un truc qui est assez pratique, donc vous avez beaucoup travaillé avec ça. Ça, c'était pour finir sur ces histoires d'interaction génique. Et je vais pouvoir attaquer comme ça le test de complémentation fonctionnelle qu'on finira jeudi. Et on finira le chapitre précédent que je n'ai pas fini pour voir ce qu'on fait avec deux gènes mutants chez la drosophile. Même si vous allez commencer à voir ça un peu avec la tomate cette semaine. Puisqu'en TD, vous verrez un exercice sur les tomates.
Donc là, je vais vous parler de complémentation fonctionnelle. Petite intro, les croisements entre mutants à effet récessif, les cas des mutants à effet dominant, les groupes de complémentation, les marqueurs de sélection des diploïdes, ce qui est un des éléments clés qui manquait dans le cours précédemment. Donc on reprend notre voie de biosynthèse de l'histidine chez la levure, chez Cerisier, avec l'IGLP qui est transformé en IAP, en histidinol phosphate, puis en histidinol, puis en histidine. Donc, première chose qu'on va faire, qu'on va essayer de voir si deux mutants sont affectés dans le même gène, c'est de croiser ces mutants par la souche sauvage, de manière à vérifier que le phénotype du mutant est récessif par rapport au phénotype sauvage. Et ça va être une étape clé. Sans ça, on ne pourra pas faire de test de complémentation fonctionnelle tel qu'on va vous le présenter. Donc, vous voyez, je croise mon mutant 3 par la souche sauvage, je m'aperçois que le diploïde est bien histidine plus, donc le phénotype histidine moins est récessif par rapport au phénotype histidine plus. J'entraîne la sporulation et je regarde si mon mutant est muté dans un seul gène. Et effectivement, j'ai 50% d'histidine plus, 50% d'histidine moins. Donc, mon mutant est muté dans un seul gène. Un seul gène varie entre les deux souches pour ce caractère. Et je vais faire ça pour tous mes mutants. Okay. L'approche biochimique qu'on a vue, elle permet d'ordonner les mutants dans la cascade, mais je peux me demander, est-ce que les mutants 4 et 7 sont mutés dans le même gène? Est-ce que les mutants 5 et 8 sont mutés dans le même gène? Okay. S'ils ne sont pas mutés dans le même gène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais croiser le mutant 1 par le mutant 3, ou le 4 par le 3, par exemple, le mutant 3, il est muté dans le gène Y, mais le mutant 4, il va être sauvage dans ce gène Y. Donc, le mutant 4, il va apporter une copie sauvage du gène Y qui va permettre de compenser la mutation dans le gène muté du mutant 3, dans le gène Y. Okay. Donc, le mutant 3, c'est une perte de fonction génique dans cet exemple, et son produit ne peut pas transformer. Ça pourrait être un gain de fonction génique, je suis en train de vous dire une bêtise. Le mutant 3, il conduit à un phénotype qui est récessif, on l'a vu. Donc, le produit de l'allèle muté du mutant 3 ne peut pas transformer l'IGP en IAP. Par contre, la copie sauvage apportée par le mutant 1 ou 4 permet de transformer l'IGP en IAP, donc ça va compenser. C'est pour ça qu'on parle de test de complémentation fonctionnelle, on teste l'activité la fonctionnalité de la compensation entre mutants. Si je croise, donc on reprend l'exemple mutant 1 par mutant 3. Donc le mutant 1, il est muté dans le gène X, le mutant 3 dans le gène Y, c'est pas le même gène. Donc qu'est-ce qui se passe? Le mutant 3, il a apporté une copie mutée de Y, mais une copie sauvage de X. Le mutant 1, une copie sauvage de Y, mais une copie mutée de X. Et donc, la copie sauvage de X va permettre d'avoir la fonction associée à ce gène, et la copie sauvage du gène Y va permettre d'avoir la fonction sauvage de ce gène. Donc, on va avoir fabrication d'histidine sans problème. On aura un diploïde en croisant les M1 par les M3 qui sera de phénotype sauvage. Chaque mutant apporte la capacité que l'autre ne possède pas. L'apport d'un mutant complémente l'apport de l'autre. On parle de complémentation fonctionnelle. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici? Ou est-ce que vous avez des questions? Ça va? Alors, on continue. Monsieur? Oui, je vous écoute. Je me demandais, est-ce qu'on pouvait avoir des petits tests là-dessus? Parce que Ouais. c'est assez abstrait comme ça. Oui, bien Et sûr. je pense qu'avec des petits tests, on pourrait avoir d'autres questions. Parce que là, ça a l'air simple, mais je pense que quand il s'agira de contrôle, ça ne va pas être aussi simple. Oui, bien sûr. Je vais vous faire des petits tests là-dessus. On va revoir ça. Et je vais vous faire un test où il y aura, où j'axerai plus effectivement sur les TCL. Je vous présenterai des tableaux et il faudra que vous disiez. Mais avant de faire les tests, on fera peut-être des petits sondages ou un test, un test non noté avant. Donc, X et Y, effectivement, concernent tous les deux la production d'histidine, hein, Audrey. C'est les mutants qui étaient dans mon tableau. Donc, ça allait de M1 à M10.
Maël, j'ai pas trop compris comment s'effectue le croisement entre les allèles. On ne croise pas les allèles, on croise un mutant par un autre. Le mutant 1 par le mutant 3 précédemment, et là, maintenant, le mutant 1 par le mutant 6. Et donc, je fais un diploïde. Et donc, chacun apporte une copie de chaque gène, puisque ce sont des diploïdes. OK. Deuxième exemple, je croise donc mutant 1 et mutant 6. J'obtiens toujours un diploïde qui est histidine plus. Donc, ça veut dire que là aussi, la mutation, le M1 et M6 sont tous les deux histidine moins. Hein. Donc, ça veut dire que la mutation de l'un est compensée par les copies sauvages apportées par l'autre et réciproquement. Par contre, donc on dit qu'ils sont mutés dans des gènes différents. Si je croise les mutants 1 et 2 ensemble, je m'aperçois que le diploïde il est histidine moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les copies des gènes apportés par le mutant 2 ne permettent pas de complémenter la fonction des mutations du mutant 1 et réciproquement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux mutants sont mutés dans un même gène. Je ne dis pas qu'ils sont mutés dans le même gène, parce que ces mutants, peut-être qu'ils sont double mutants, ils peuvent être mutés dans deux gènes, mais ça veut dire qu'ils en ont au moins un qui est muté en commun, concernant ce caractère, hein, évidemment. Donc, je vais vous le dessiner, ne vous inquiétez pas. Donc les deux mutations, elles sont a priori indépendantes, puisque c'est des mutants indépendants, donc elles sont probablement dans les sites différents, mais elles ont le même effet au niveau fonctionnel. Elles ne permettent pas l'activité permise par le gène qui est muté chez ces deux mutants. OK? Donc vous voyez, j'ai fait deux mutations différentes dans les gènes. Donc, des choses importantes là. Remarque sémantique. Donc, qui est importante, c'est-à-dire la façon de dire les choses. Si on ne s'intéresse qu'à des mutants simples, la question sera, les mutants sont-ils mutés dans le même gène ou dans deux gènes différents? Si on sait que ce sont des mutants simples, ils n'ont qu'une seule mutation. Si on s'intéresse à un mutant sans savoir si c'est un simple mutant, alors la question, c'est les mutants sont-ils mutés dans un même gène? Hein, c'est ce que je vous disais, ils peuvent être mutés dans un gène commun et puis avoir une autre mutation ailleurs. Voilà, c'était ça, Audrey. C'était le but de cette diapo, c'était réexpliquer. Okay. On va avoir des exemples après, ne vous inquiétez pas. Donc, cette fois-ci, je croise le mutant 11, un nouveau mutant, j'en avais 10 auparavant, donc j'ai un nouveau mutant, le 11e, qui est histidine moins, je le croise par la souche sauvage et j'obtiens un diploïde qui est histidine moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phénotype histidine moins, dans ce cas-là, est dominant par rapport au phénotype histidine plus. Et bien là, je ne vais pas pouvoir faire de test de complémentation fonctionnelle. Pourquoi? Parce que quand je vais faire, quand je vais croiser, tous mes spores auront le phénotype histidine moins. Alors, je vais être un peu plus... Enfin, tous mes diploïdes auront le phénotype histidine moins, pardon. Parce que si je croise un histidine moins par un histidine plus que j'ai le phénotype histidine moins, en croisant histidine moins par histidine moins, j'aurai forcément histidine moins comme phénotype du diploïde. Je vais vous le dessiner pour que ce soit plus clair. Donc j'ai mon mutant 11, je croise par la souche sauvage, je m'aperçois que pour cette mutation, le phénotype histidine moins est dominant par rapport au phénotype histidine plus. Quand je fais la sporulation, je vérifie qu'il y a bien un seul gène qui concerne, qui diffère entre les deux souches pour ce caractère. Donc le mutant 11 est un mutant simple. Et qu'est-ce qui se passe si je croise le mutant 11 par le M1, le M2, le M3, peu importe lequel, peu importe, un mutant qui a un phénotype histidine moins qui est récessif par rapport au phénotype histidine plus? Eh bien, s'ils sont mutés dans le même gène, c'est exactement la même chose que d'habitude. Il n'y a pas de copie sauvage du gène Z, donc les deux allèles sont mutés, il n'y a pas de produit fonctionnel, donc j'ai le phénotype histidine moins. Mais même s'ils ne sont pas mutés dans le même gène, ça veut dire que je vais avoir mutant 11, mutation dans le gène Z face à une copie sauvage apportée par le mutant NI, qui est muté dans un autre gène, le gène W. Le mutant 11, lui, il apporte une copie sauvage du gène W, donc qui va compenser la mutation MI. Mais sauf que ici, M11 face à un allèle sauvage, ça confère le phénotype mutant. Le phénotype histidine moins, c'est ce qu'on a vu qu'on a croisé par la souche sauvage. Donc ça veut dire que là, ce sera un phénotype histidine moins. Là, j'ai de la complémentation, mais pas ici. Okay, donc le TCF, il ne peut pas s'appliquer à
à des mutants qui ont un effet dominant. Il ne s'applique qu'à des mutants qui ont un effet récessif. Okay. Ça va? Ça, c'est hyper important, c'est la limite de votre test. Donc, ça veut dire que systématiquement, la première chose qu'on va faire avant de faire un test de complémentation fonctionnelle, c'est de vérifier si, quand je croise mon mutant par la souche sauvage, j'ai bien un phénotype mutant qui est récessif par rapport au phénotype sauvage. Oui, je veux bien répéter, Bérangère, ce que je vous disais. Ici, ce qui est en haut, c'est ce qui est apporté par le mutant 11. Ce qui est en bas, c'est ce qui est apporté par le mutant I. Le mutant I, il apporte une mutation dans le gène W. Le mutant 11, il apporte un allèle sauvage du gène W. Donc là, il y a complémentation fonctionnelle. Par contre, le mutant 11, sa mutation dans le gène Z, elle ne peut pas être compensée par un allèle sauvage. Donc forcément, quand vous croisez n'importe quelle souche par le mutant 11, eh ben, ça donnera un diploïde qui aura un phénotype histidine moins. Donc en fait, on ne peut pas faire le test de complémentation fonctionnelle parce que ce test, il se base sur quoi? Sur le fait que quand je croise deux mutants ensemble, s'ils sont mutés dans le même gène, ils ne complémentent pas, ils ont le phénotype mutant, et que s'ils sont mutés dans deux gènes différents, il y a complémentation de l'allèle muté par l'allèle sauvage pour chacun des gènes, apporté par l'autre mutant, et du coup, il y a un phénotype sauvage. Donc, je retourne là. Donc, votre question, c'est pourquoi là, il n'y a pas complémentation, Audrey? Il n'y a pas complémentation ici parce que quand je croise le mutant 11 par la souche sauvage, j'ai un phénotype histidine moins. Alors, quand je croise le mutant 11 par la souche sauvage, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai la mutation 11 dans le gène Z que je mets face à un allèle sauvage. Donc, je vais mettre WT. Okay. Et là, j'ai un phénotype qui est histidine moins. Donc, forcément, si à la place d'un allèle sauvage ici, je mets un autre allèle mutant ou pas ou un allèle sauvage, j'aurai le même résultat, j'aurai toujours un phénotype histidine moins. C'est plus clair, André? Ok, génial. Ok. Donc, je reprends mon tableau. Donc, vous voyez qu'ici, mon mutant 11, quand je croise par la souche sauvage, j'ai un phénotype histidine moins, alors que tous les autres, 1 à 10, j'ai un phénotype histidine plus. Donc, les plus ici, c'est pour histidine plus et les moins histidine moins. Donc, le mutant 11 a un effet dominant, donc je l'exclus de l'étude. D'ailleurs, que je le croise avec n'importe quelle souche, j'ai toujours un phénotype histidine moins. Okay. Pour le mutant 1, quand je le croise par les autres mutants, je m'aperçois que j'ai un phénotype histidine moins quand je le croise avec le mutant 2 et le mutant 10 uniquement. Donc ça veut dire que les mutants 2, 1, 2 et 10, ils sont mutés dans le même gène. Et ça se voit dans un même gène, pardon. Ça se voit puisque le mutant 2 et le mutant 10, ils donnent aussi, quand je les croise, ils donnent aussi un diploïde qui a un phénotype histidine moins. Avec tous les autres, ils donnent un phénotype histidine plus, ça veut dire que là, il y a complémentation fonctionnelle. Mutant 3, il complémente avec tous les autres mutants. Donc, il est le seul muté dans le gène dans lequel il est muté. Mutant 4, il ne complémente pas avec le mutant 7. Il a un phénotype histidine moins. Le mutant 5 ne complémente pas avec le mutant 8. Et le mutant 6 avec le 9. Voilà. Donc, si je récapitule, je fais mes groupes ici de complémentation. 1, 2 et 10 sont dans le même groupe. 3 est tout seul, 4 et 7 sont dans le même groupe, 5 et 8 sont dans le même groupe, 6 et 9 sont dans le même groupe. J'ai donc conçu 1, 2, 3, 4, 5, attendez, je finis, 5 groupes de complémentation et je vais pouvoir en déduire qu'il y a au moins 5 gènes qui sont impliqués dans la fabrication d'histidine. Je vous écoute. Je voulais dire, lorsqu'on croise 3 et mutant 3 et 3, pourquoi on n'a pas de complémentation? Ah bah parce que je croise le mutant par une souche qui est la même, sauf pour le type sexuel. Donc forcément, elles ont la même mutation, donc c'est forcément le diploïde, il est homozygote mutant. On est d'accord? Ouais, c'est bon? Mais histidine est récessif ou dominant là?
Alors, récessif, vous voyez là? Vous voyez le phénotype ici? Oui. Là, voilà. Vous voyez que quand vous croisez mutant 3 par la sauvage, vous avez un phénotype histidine plus. Donc, le phénotype histidine moins, il est récessif par rapport au phénotype histidine plus. Mais le mutant 3, il est muté dans un gène X. Et donc, si vous mutez les deux copies de X, bah, vous avez le phénotype mutant. OK. Et comme vous avez croisé mutant 3 qui est muté dans X par mutant 3 muté dans X, vous avez un diploïde qui est muté, qui est homozygote muté pour X. OK. D'accord. C'est-à-dire que sur cette diagonale mutant croisés par eux-mêmes, vous avez forcément que des moins. Ok. Ça, c'est votre contrôle de non-complémentation. Et puis le croisement avec la souche sauvage, c'est le contrôle de complémentation qui vous permet de vérifier que vos souches elles confèrent un phénotype mutant qui est récessif par rapport au phénotype sauvage. Okay. C'est vos deux contrôles, la dernière colonne ici et puis la diagonale. Et après, vous regardez comment ça se comporte. Et vous faites vos groupes. Et vos groupes de complémentation, ils sont toujours notés comme ça. Les numéros ou les noms des souches séparés par des virgules entre parenthèses. OK. Pourquoi oui, elle ne peut pas être compensée? Je vous en prie. Alors, pourquoi on ne prend pas en compte le 11? Parce que le 11, ça va on a l'impression qu'il est muté dans tous les gènes, mais en fait, il est juste muté dans un seul gène, on l'a vérifié tout à l'heure, en le croisant par la souche sauvage, mais on a vu qu'il conférait un phénotype qui était dominant, donc il donne toujours histidine moins, donc on ne peut pas l'étudier. Les mutants qui ne complémentent pas appartiennent à un même groupe de complémentation. Okay. Pas de complémentation entre 1, 2 et 10, ils sont dans le même groupe, c'est-à-dire qu'ils sont mutés dans un même gène. 2 et 10, 4 et 7, 5 et 8, 6 et 9. Voilà les différents groupes de complémentation. Donc, il y a 5 groupes de complémentation et donc au moins 5 gènes impliqués dans cette voie de biosynthèse. Et vous voyez que je l'ai mis en majuscule parce que ça, c'est clé. Attention, on va vous faire des questions pièges là-dessus. On vous dira, donc il y a 5 gènes. Et ceux qui diront oui auront faux. Ils vont dire, il y a au moins 5 gènes. Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin. Okay. J'ai mes différents groupes de complémentation et l'endroit où ils agissent. Et là, je ne sais pas qui agit en premier entre le gène muté chez 1, 2 et 10 et celui muté chez 6 et 9. Et pour le mutant 11, on ne sait pas. On pourra avoir une idée d'où il est muté en faisant la partie biochimique. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà en retard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais y répondre rapidement parce qu'après, il faut que je mange vite fait et j'enchaîne à 13h. Pour le CC en présentiel le 17 avril, vous aurez la complémentation fonctionnelle ou pas, je ne sais pas, on verra avec les collègues. Probablement oui. Je dirais que oui. Désolé, bah oui, j'imagine que vous avez le train. Audrey, bon courage. Or, il y a un message pour mes petits camarades fort sympa. D'habitude, j'enregistre mes cours pour pouvoir les regarder plusieurs fois et mieux comprendre. Pour ce cours-là, je n'ai que le début. Mon enregistrement s'est coupé et comme le cours est assez difficile, si quelqu'un l'a, merci de le partager. Vous avez le mail Oriane là-bas, en un seul mot, @gmail.com. Romain a dit oui, c'est bon, il l'a. Alors, comment, à quelle étape c'est muté? Ça, c'est en croisant les données avec la biochimie. Hein. Vous vous souvenez, on avait regardé en biochimie quels étaient les précurseurs qui s'accumulaient. Donc, c'est ça qui nous donne l'information de l'étape. Voilà. Monsieur, Oui, je vous écoute. est-ce qu'on aura des questions par rapport à ce cours dans le CC de jeudi? Non. Okay. Non, dans le CC de jeudi, je ne reprends que ce que vous avez fait sur les 2 premiers mini-CC. Okay. Je reprends les mêmes notions. OK? Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon appétit. Oui. Pour savoir à quelle étape c'est muté, du coup, ça veut dire qu'il faut faire la même expérience, mais cette fois-ci en mettant sur M0 plus HP, par exemple. Alors, on pourrait faire ça, ouais, tout à fait. Ou on peut faire plus histidine ou plus histidinol et regarder ce qui s'accumule au cours du temps. Parce que tout à l'heure, on a fait juste avec histidinol, mais du coup, en soi, on voit juste, on peut juste comparer par rapport à histidinol. Mais si on le fait alors, on pourrait faire, oui, d'accord, sans faire la biochimie, on pourrait effectivement faire un milieu M0 plus HP, M0 plus IAP, M0 plus IGP, et puis voir dans quel cas c'est capable de proliférer ou pas.
Oui, voilà. Vous avez raison, tout à fait. Merci. Allez, si. Monsieur, Oui, je vous écoute. vous n'avez pas vu mon message peut-être, mais est-ce que vous pouvez retourner